Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart de retour. Alors justement, émission sous forme d'interview, deux entretiens avec deux économistes pour faire le point sur le choc de la guerre en Ukraine évidemment, et puis aussi ce qui était, qu'on le veuille ou non quand même, la thématique principale de la présidentielle. Ça reviendra peut-être un petit peu d'ici la présidentielle, mais la souveraineté industrielle, telle que l'appelle Eli Cohen, qui viendra nous voir tout à l'heure. Donc qui a écrit un bouquin qui en fait est très très intéressant parce qu'il fait le tour des politiques industrielles à travers le monde et en partie, on va dire, à travers l'histoire depuis 1945. Tout le monde en fait, personne n'en parle et il est bien naïf, celui qui dit que le marché seul peut faire de la politique industrielle. Voilà, je résume à peu près le bouquin d'Eli Cohen. Mais on va démarrer avec Jean-Pierre Petit tout de suite. Donc, Jean-Pierre Petit avec nous, président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. On est donc, alors, on ne va pas parler de Grégoire Favet fait ça très bien, on ne va pas parler de bourse, on ne va pas parler de marché. Simplement, là, c'est clairement un thermomètre, on va dire ça comme ça. On a eu une journée donc très très difficile vendredi, nouvelle journée très difficile aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de réévaluer en permanence l'impact sur l'économie mondiale et l'économie européenne de ce qui est en train de se passer en Ukraine? Bien sûr. Bien sûr, il y a trois variables clés pour les investisseurs. Un, la durée du conflit. On va dire la durée de la phase aiguë du conflit, parce qu'on peut penser que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine va durer très longtemps. Ouais. Mais on va dire les opérations militaires les plus lourdes. Voilà. L'extension éventuelle du conflit. Et la troisième variable, l'extension des sanctions. Parce que si jamais il y a un embargo total sur le pétrole russe ou sur le gaz naturel russe, là on est à peu près certain qu'on rentre en récession mondiale. Parce que là pour l'instant il n'y a pas d'embargo. Alors, il n'y a pas d'embargo, on est d'accord, il n'y a pas d'embargo sur le pétrole. Il n'y a pas d'embargo ni sur le pétrole ni sur le gaz. On peut le dire d'un mot, ce qui a sans doute en partie allumé la mèche de la baisse des marchés aujourd'hui, c'est effectivement des déclarations venant des États-Unis, oui. Déclarations très claires, laissant entendre que les Américains préparaient pour eux un embargo sur le pétrole russe, et donc, mais sur le pétrole, pas sur le gaz. Embargo sur le pétrole, ça semble possible. Embargo sur le gaz, beaucoup plus compliqué. Non, puis même surtout sur le gaz américain, parce que là, il n'y a pas de sujet. Et puis même sur le pétrole, ils importent très peu. Donc, ils peuvent toujours dire ça. Le vrai problème, c'est les Européens, puisque le pétrole russe, ça représente à peu près 26% de nos besoins. On peut le remplacer. Remplacer... Je lis partout, on peut remplacer le pétrole, on ne peut pas remplacer le gaz. En gros, pour résumer le truc, quoi. Si voilà. Demain, l'Union européenne annonce un embargo sur le pétrole russe, moi je te parie que le prix du baril ne va pas rester à 140 comme ce matin très tôt, ou à 130 un peu plus tard, il va monter beaucoup plus haut. Si tu coupes les importations russes de pétrole vers les États-Unis et l'Union européenne, tu perds du jour au lendemain 5 millions de barils jour. Mécaniquement, sur le plan équilibre offre-demande, le prix du baril se balade autour de 185. Donc 185, tu vois à peu près ce que ça peut faire sur les chiffres d'inflation et sur les chiffres de croissance. C'est récessif. Enfin, faut bien le dire. Alors sur le gaz... 185, c'est 185 $. Hein. S'il monte à 185 $, là on a une récession mondiale. Oui, au sens de la définition du FMI, c'est-à-dire quand tu passes sous les 2,5. Oui, mais alors attends, parce que Jean-Pierre, restons là-dessus. Moi, j'ai toujours... Patrick Pouyanné en parlait encore très récemment avec beaucoup de franchise, disant, mais moi, mon intérêt, c'est pas justement que des prix du pétrole s'envolent, parce que mon intérêt, c'est pas de ruiner mes clients. Bien sûr. L'intérêt de l'Arabie Saoudite, l'intérêt des gros producteurs, si on laisse de côté les Russes, c'est pas non plus de ruiner les clients. Il y aura une réaction. Non, tu as raison. Et il y a de la marge de manœuvre, là, il y a de la marge de manœuvre. Enfin, la marge de manœuvre, elle est limitée, mais elle existe. L'OPEP, d'abord, l'Iran, c'est pour ça qu'on négocie, on accélère même les négociations à un rythme invraisemblable, même le Venezuela, puisqu'il y a un officiel américain qui s'est rendu à Caracas. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah oui, ça c'est incroyable. Il y a le schiste américain qui est un peu en retard. Disons, mais qui peut repartir très très vite, on l'a vu repartir à une vitesse dingue. Voilà, qui peut repartir très très vite. Donc, et puis il y a les réserves stratégiques, et puis il y a les réserves privées, enfin bref, on peut faire, mais simplement il y a une question de timing. Ouais. Donc si tu es à 185 pendant, on va dire, environ un mois, enfin, tu oscilles autour de 185, le T3, enfin le troisième trimestre, parce que le deuxième trimestre va quand même être caractérisé par une certaine forme de reprise mondiale, mais le troisième trimestre, par exemple, peut rentrer à un niveau proche de zéro. Donc sous les 2% annualisés, voilà. Je n'ai pas dit que ça durerait éternellement, j'ai pas dit, voilà, mais tu vas avoir un choc récessif. Alors sur le gaz, c'est beaucoup plus compliqué, parce que déjà le gaz, alors les Américains sont encore moins touchés
touchés par le gaz clair. naturel russe que nous. Alors nous, le problème, c'est les marges de manœuvre. Là, on en a très peu. On a la Norvège, mais a priori... On n'en a pas. Alors, non, mais là aussi, on a les déclarations. Catherine McGregor ce matin, donc la patronne d'Engie, le dit dans Les Échos. Pouyanné l'avait déjà dit. Il n'y en a pas. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant. C'est que les Allemands n'ont pas de terminaux pour le gaz naturel liquéfié. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sûrs de leur fait depuis 10 ans sur leur transition énergétique qu'ils n'ont pas de terminaux pour recevoir du gaz naturel liquéfié. C'est un truc de dingue. Ouais, le plus grand pays européen. Plus grand pays européen. Tu sais ce que ça me fait rappeler ça? Une interview que tu as faite ici même, il y a 6 mois, sur Angela Merkel. Ah bah oui. Le désastre Merkel. Ah bah. Les gens n'ont pas compris, au point que même Pécresse, tu vois, Pécresse qui n'est pas une femme sotte, c'est une femme intelligente, etc. Elle n'a pas réalisé l'échec de Merkel. Et elle disait... 2 tiers Merkel. Oui, 2 tiers Merkel, Moi, 1 tiers Thatcher. Il faudrait le contraire, au moins le contraire. Mais au moins le contraire, bien sûr, au minimum. Au minimum. Elle s'est basée sur des images die Mutti en Allemagne, comme on dit, c'est-à-dire la maman modeste, simple, etc. Alors qu'elle s'est gourée sur pratiquement tout. Enfin, c'est son échec, notamment sur le gaz, mais pas seulement. Son échec même géostratégique, la naïveté allemande. Voilà. Et là, on le prend en pleine figure, si je puis dire. Enfin, laissons de côté Merkel. Si on a quand même un petit peu de marge de manœuvre sur Qatar, Algérie, un petit poil, Norvège. Alors, LNG, on peut en importer un peu quand même. Alors, les terminaux, tu as tout à fait raison. L'Allemagne, c'est catastrophique. L'Allemagne est bloquée. Elle est vraiment bloquée. Et c'est Pouyanné qui le dit, hein, il faut 3 ans pour construire un terminal de GNL, quoi. Ça se construit pas comme ça. Voilà. Bien sûr. Le sujet. Et donc, ça, c'est en plus un pays qui a quand même des ports au nord de l'Allemagne. Quand même. Enfin, mais c'est ahurissant. On aurait pu quand même... Ah, mais puis t'as la Norvège à côté, quoi. Enfin bon, c'est ahurissant. T'as l'Azerbaïdjan, t'as le Qatar, t'as un peu le gaz liquéfié. Encore une fois, McGregor, ce qu'elle dit ce matin, allez la lire, hein, l'interview dans Les Échos, elle est quand même très intéressante. Elle, en gros, elle dit on n'a pas de solution. Et encore une fois, Pouyanné l'avait dit il dit sans le gaz russe, je ne sais pas faire. Et ce que dit McGregor, écoutez, la seule solution, c'est de demander aux Français de baisser le chauffage. Voilà. Ouais. L'hiver prochain, pas cet hiver-là, l'hiver prochain. Parce que le sujet, c'est pour l'hiver prochain. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'on s'approche de la fin de l'hiver et que les stocks sont un peu remontés quand même. Un tout petit peu remontés, dernièrement, là. Hein. Probablement grâce aux exportations américaines. De LNG, hein, probablement. Les stocks sont un petit peu remontés, mais enfin, ça reste plus bas que la moyenne des 5 dernières années. Donc, on est en difficulté. C'est pour ça que je ne crois pas à une initiative, alors à moins que la situation en Ukraine se dégrade, mais alors très substantiellement, c'est-à-dire qu'il y ait des crimes de guerre très importants, des crimes contre l'humanité ou des choses comme ça, comme éventuellement ce qui s'est passé à Alep ou à Grozny. Il ne faut pas l'oublier, parce que là, aujourd'hui, si on évacue les villes... si la Russie accepte éventuellement d'évacuer les villes, c'est pas pour rien. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est pour en faire des sièges. Donc ça va pas très bien se passer. Et je sais bien que Poutine a dit à Macron qu'il épargnerait les victimes civiles, mais enfin les guerres propres, personne n'y croit. Il lui a dit aussi le pire est à venir. Voilà, donc voilà. Et donc c'est pour ça que, en cas de dégradation très forte de la situation militaire et politique en Ukraine, je ne vois pas l'Europe prendre la décision sur un embargo de gaz. Autant il y a des marges de manœuvre. Alors, de quoi on a l'air, Jean-Pierre, si on ne prend pas cette décision? De quoi on a l'air? Mais, attention. C'est très très. Mais attention parce que attention quand même, les autres décisions qu'ils ont prises jusqu'au début de cette semaine sont pas inefficaces. Hein. On va en parler. Justement. SWIFT, le gel des réserves de change, ça empêche la Banque centrale russe de soutenir ses banques. Oui. Donc là, il y a un vrai sujet. Hein. L'absence, et on le voit bien dans la structure, si tu veux, dans la dénomination des exportations et des importations russes, on le voit bien. C'est le dollar et l'euro qui sont majoritaires. Donc les 630 milliards de réserves de change, la Banque centrale de Russie ne peut pas véritablement les mobiliser. Et ça, c'est fondamental. On dit qu'elle peut en contrôler à peu près un tiers, quoi, aujourd'hui. Voilà. Oui, même pas, tu crois? À mon avis, c'est moins. Ouais. Et le système de règlement interbancaire, outre le fait qu'on ne sent pas les Chinois manifester un enthousiasme extraordinaire pour soutenir les Russes, y compris sur l'éventuel embargo du pétrole russe. C'est-à-dire qu'on se disait, les Chinois vont absorber. Ils peuvent absorber. Ou l'Inde, éventuellement, mais sauf qu'on ne s'en passe là. Hein. Et il y a un problème aujourd'hui, beaucoup plus important au-delà des sanctions. C'est que sur la mer Noire et la mer d'Azov, là où il y a tous les ports, russes, ukrainiens, etc., on voit bien que là, le pétrole a du mal, indépendamment des sanctions, à être exporté. Pourquoi ? Parce que les traders, les cargos, les banques, les assurances ne suivent pas.
C'est pour ça que tu as un écart qui s'est creusé. Ah ben c'est clair que tu n'achètes pas aujourd'hui un cargo de pétrole qui doit sortir d'Odessa, ça c'est clair. Ah bah oui, mais il y a un vrai sujet. Ou même de la presqu'île de Crimée. Oui, tout à fait. C'est pour ça que tu as un écart entre le prix du pétrole Oural, comme on dit russe, et le prix du Brent. Tu as un écart qui s'est creusé considérablement. Donc indépendamment des sanctions, il y a un vrai sujet, quoi, si tu veux, là-dessus. C'est le même sujet sur les... Juste, je le signale parce que, enfin, j'en reparlerai d'ailleurs demain. Si vous allez sur LinkedIn, mais enfin, à mon avis, Bismart, LinkedIn, ça marche assez souvent ensemble. Il y a un post, si tu vas aller le lire, de Michel-Édouard Leclerc, passionnant, où il raconte comment ça se passe aujourd'hui pour la coopérative Leclerc, les achats de pétrole. Les achats de pétrole, donc il donne tous les prix et il raconte exactement ça. C'est-à-dire, à un moment, vous vous engagez sur une cargaison, c'est à un moment 300 000, 500 000, 2 millions, 10 millions. Enfin, voilà, ce sont des sommes considérables qu'il faut engager et que vous n'engagez que si vous êtes en totale sécurité, évidemment. On ne sait pas. Juste, je finis. Leclerc termine en disant c'est un tel... Pardon de le dire comme ça, c'est un tel merdier en ce moment qui conseille à ses consommateurs, il dit je ne devrais pas le dire, mais faites le tour des stations parce que on essaye d'être les moins chers, mais en fait des fois on n'y arrive pas. Bah oui, bien sûr. Tellement en ce moment la situation est instable. Bien sûr. Non, puis il y a un vrai sujet sur les matières premières agricoles également. Sur le blé, le maïs, etc. Et de toute façon, on ne peut pas empêcher les gens de ne pas savoir quelles vont être les sanctions demain, après-demain. Et donc, on ne peut pas c'est-à-dire, même si les sanctions ne sont pas prises au moment où tu prends la décision, il y a un tel délai entre la commande et la réalisation, la livraison de la commande, que de toute façon, tu ne peux pas prendre de pari. Jean-Pierre, est-ce que la France peut retomber en récession à cause de la guerre ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, pour l'instant. On peut passer des 4% qui étaient prévus à moins quelque chose. Ah non, pas sur la moyenne annuelle. Sur la moyenne annuelle, non, parce que le T1 et le T2 vont être sauvés. Mais par contre, sur 2 trimestres sur 2 trimestres, sur le S2, tu peux très bien avoir effectivement une contraction de l'activité économique européenne. Ça me paraît clair. Tu sais, souvent les investisseurs me disaient, avant le démarrage des hostilités, le 24 février, les investisseurs me disaient souvent, vous exagérez un peu parce que les guerres, historiquement, ça n'a qu'un impact temporaire. Et c'est vrai, sauf quand ça débouche sur un choc d'offres matières premières, pétrole en particulier. Guerre du Kippour, 6 octobre 73. Guerre Iran, qui donnera le premier grand choc pétrolier. Voilà, exactement. 74. À l'époque, l'intensité pétrolière de la croissance, c'était le triple d'aujourd'hui. Donc c'était beaucoup plus important. Puis on dépendait complètement de l'OPEP. Voilà. Guerre Iran-Irak en 80, guerre du Golfe. À partir de l'invasion le 2 août 1990 du Koweït par l'Irak, et puis même guerre civile en Libye. C'était un peu plus soft en février 2011. Mais quand même, à chaque fois, ça a eu un impact durable, inflationniste et récessif. Car ne l'oublions pas, la forte inflation débouche toujours au bout d'un certain moment sur la récession. Les sanctions quand même, reparlons-en. Est-ce que, je lis partout, nouvelle ère des sanctions, c'est-à-dire, j'ai lu d'ailleurs des papiers passionnants la semaine dernière. En fait, on ne sait pas si les sanctions économiques sont efficaces ou pas. On décide qu'elles ont été efficaces avec l'Afrique du Sud, mais en fait, on ne sait pas vraiment. On décide qu'elles ne sont pas efficaces avec tel ou tel potentat, parce qu'en fait, ça affame la population, et que, par exemple, c'était le cas de l'Irak sous sanctions pendant de très nombreuses années, et ça n'affaiblissait pas Saddam Hussein. Est-ce que là, avec la mobilisation des Occidentaux, on est face à quelque chose de radicalement nouveau ? Au plan économique ? Au plan économique, oui, je parle du plan économique. Parce qu'au plan moral, au plan de l'influence sur les capacités de décision de Poutine, ça, on verra plus tard. Je parle du plan économique. Mais au plan économique, oui. Ouais, c'est ça. Oui, la Russie et l'Ukraine, enfin l'Ukraine, on comprend pourquoi, mais la Russie va tomber en récession très profonde. Ainsi que le Bélarus et le Kazakhstan probablement. Donc surtout la Russie va rentrer. Alors sur le plan économique, c'est efficace. D'ailleurs, tu me parlais des conditions d'efficacité. On pense que quand de très nombreux pays prennent la même décision, que cette décision est prise rapidement. Voilà. Alors en général, ça a d'efficacité. Voilà, c'est ça. Alors après, là où on peut plus se poser des questions, c'est sur les élites. Puisque les décisions quand même sont sévères sur les oligarques. C'est pas des petites décisions. Enfin, les fortunes sont coupées. Alors nos auditeurs ne doivent pas être contents parce qu'ils ont perdu 20% en bourse, mais les oligarques ils n'ont pas perdu 20%. Là. Ils ont perdu beaucoup plus que ça. Sur leur portefeuille, les avoirs gelés... J'ai vu, alors moi-même, je n'y croyais pas, c'est-à-dire les sociétés russes cotées à Londres, c'est 98%. Absolument. Voilà. 98%. Lessivés, les mecs. Lessivés, complètement. Ça, c'est des trucs qu'on voit extrêmement rarement. On l'a vu en Islande en 2008. Enfin, bon, c'est des trucs tout à fait exceptionnels. Donc, est-ce que... Alors ça, c'est une interrogation. Quelle est la capacité d'influence des oligarques, sachant qu'il y en a un bon paquet, et ils représentent quelque chose, sur le plan économique, je ne parle pas au plan financier, sur Poutine et sur sa garde rapprochée. Ça, c'est une... Alors là, par contre, tu peux te poser la question. Gros point d'interrogation, absolument. Mais par contre, les décisions qu'on a prises sur SWIFT
et sur les réserves de la Banque centrale, à mon avis, sont efficaces, au sens économique. Alors Bruno Le Maire a probablement été maladroit lorsqu'il a parlé de nous voulons que la Russie tombe en grave c'est quand il a récession. parlé de guerre économique qu'il a été maladroit. Là, pour le coup, très franchement maladroit. Oui. Maladroit, mais bon, c'est bien ce qu'on recherche au fond du compte. Donc en fait, l'histoire là-dessus, c'est compliqué parce que Poutine, il a intérêt à aller vite, on est d'accord. Il a loupé la Blitzkrieg, ça je crois qu'on est d'accord. La Blitzkrieg. Là, moi, je refuse de faire de la. Oui, non, c'est compliqué. J'en ai fait. Tu parlais de la guerre du Golfe. J'en ai fait 2 ou 3 des guerres. Je me rends compte à quel point on prête aux généraux des intentions qui parfois ne sont pas les leurs. Voilà. Alors bon. Toujours est-il que ça semble... Peut-être qu'il espérait, lui, un effondrement. Voilà, rapide. Si tu veux, rapide. Son intérêt n'est pas de détruire l'Ukraine, même s'il veut la vassaliser. Voilà. C'est ça le sujet. Son intérêt, c'est pas de détruire, mais enfin, en même temps, il peut pas... Voilà. Donc, il est un peu sous pression, quand même, un petit peu. Tout à fait. Fondamentalement. Donc, il est sensible. Donc, il va falloir lui laisser une marge de négociation, mais en même temps, et les livraisons d'armes rendent la situation de la Russie encore plus difficile. Et donc... l'inconvénient, c'est que ça fait durer le conflit. Donc pour les marchés, pour l'économie, c'est pas bien. Mais ça augmente la marge de manœuvre de négociation des Occidentaux. C'est ça le deal, si je puis dire. Revenons sur tes Allemands quand même. Donc c'est quoi? Donc juste pour préciser, Banque centrale russe qui monte son taux directeur à 20%. C'est ça qui voilà. Là, tu te retrouves avec une forte récession. T'as pas le choix, quoi. Bien sûr. Là, les conditions financières s'effondrent. Sans tuer l'inflation. La bourse, ça fait moins 60. Enfin, revenons sur tes Allemands là quand même. Là, comment est-ce que tu as pris, toi, le discours de Scholz d'il y a maintenant une grosse semaine sur 100 milliards pour se réarmer, sur une sorte de révolution copernicienne ou pas, justement? Tu les connais très très bien, je le rappelle. Oui, mais bien. D'abord, j'avais plutôt une vision favorable de Scholz par rapport à Merkel. Je trouvais que la coalition qu'il mène aujourd'hui avec les 3 partis était beaucoup plus, on va dire, pour simplifier les choses, pro-européenne, plus coordination européenne. Il s'était rendu compte que la stratégie justement de Merkel avait échoué, à la fois à l'intérieur et vis-à-vis de l'extérieur. C'était la fin de la vision naïve, la protection stratégique des États-Unis, ce qui était déjà remise en cause sous Obama, je ne parle même pas sous Trump. Les passions impériales à l'est de l'Europe, le djihadisme, enfin, puis même, je veux dire, les difficultés dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire le décrochage européen, dans lesquels nous sommes tous embarqués, qu'on soit allemand, français, batave, italien, etc. Donc il y avait déjà cette prise de conscience. Alors déjà, on a le virus et les émissions coordonnées, enfin les émissions de dette commune, ça c'était un premier truc. Et puis là, il y a eu Poutine. Voilà, Poutine a accéléré le truc et je trouve que c'est bien. C'est bien, ça ne m'étonne pas de la part de Scholz, mais c'est bien, si tu veux mon sentiment général. Tout à fait. Au moins, c'est un acquis de la situation. Mais c'est un choc profond, une mutation profonde, parce que c'est... Enfin, c'est quand même très très étonnant de changer à ce point de posture et d'avis. Ça veut dire qu'il avait ça en tête, mais qu'il sent que la société allemande aussi a ça en tête, parce qu'un changement aussi profond, enfin le réarmement de l'Allemagne, je pense que chacun d'entre vous, ça implique énormément de choses. Je voudrais très, juste très fortes. te dire une chose, Stéphane, c'est que le réarmement de l'Allemagne s'amorce 20 ans après le réarmement du monde. Puisque c'est le 11 septembre 2001 qui a, si j'avais un graphique, je pourrais te le montrer, les dépenses militaires qui baissaient dans les années 90 à cause des thèmes des dividendes de la paix, la fin du mur, etc., remontent depuis le 11 septembre. Et là, 20 ans après, c'est pas étonnant que l'Allemagne, qui était la dernière, c'est ce que nous disait Trump. D'une certaine manière, il était brutal, il était maladroit, etc., mais il nous disait, mais comment se fait-il que l'Europe, vous êtes 540, avec le Royaume-Uni, vous êtes 540 millions d'habitants, c'est-à-dire 200 millions de plus que les Américains, et vous dépensez qu'un tiers des dépenses militaires. Et vous avez un porte-avions. Et vous avez un porte-avions. Il y a un truc qui va pas. Non, les Anglais en ont un, je crois, peut-être. Mettons. Comment se fait. Là, il y a un truc qui fonctionne pas. Alors, il nous le disait brutalement, pas de façon efficace, etc. Mais n'empêche, c'était déjà ça. Sûr. Il y avait déjà des signaux qui auraient déjà dû bouger l'Allemagne depuis longtemps. Et là, c'est pareil avec la Banque centrale européenne. On va pas refaire la même bêtise qu'en 2011 sous Trichet. On va pas remonter les taux parce qu'il y a l'inflation qui est au-dessus de 2%. Alors, c'est ma question, ça aussi. C'est-à-dire, attends, donc, Nouvelle-Allemagne, ok. Donc, ça, c'est clair. Et derrière, on se retrouve avec un sommet européen en fin de semaine. Où effectivement on parle déjà d'un fonds européen pour l'énergie et la défense. Eh bien, très bien.
Très bien, Voilà. parfait. C'est le quoi qu'il en coûte qui continue. Pas à cause de la pandémie, mais là à cause du conflit en Ukraine. Quoi qu'il en coûte. Et ça continue. C'est pour ça que les taux d'intérêt vont rester très bas. Et c'est pour ça que la BCE, alors la BCE c'est un peu compliqué parce que sa réunion c'est dans pas longtemps. Et surtout là pour l'instant, là les derniers chiffres sont plutôt favorables évidemment, les derniers chiffres macro. Mais il est bien évident que si on va vers 185 $, enfin bon, admettons que même si on va pas vers 185, ça se maintient à un assez haut niveau, les tensions se maintiennent, etc. Il va falloir envisager au moins un très fort ralentissement de l'activité économique européenne au deuxième semestre. Et si tu as un très fort ralentissement de l'activité économique, forcément que les tensions inflationnistes non issues de l'énergie vont se calmer toutes seules. Déjà que les tensions salariales sont déjà beaucoup plus modérées qu'aux États-Unis. Tensions salariales tournent autour de 2% ou un peu plus. Si tu veux, dans moyenne de la zone euro. Qu'aux États-Unis, tu as 5,5. Mais qui vont remonter à mesure que l'énergie va peser sur le portefeuille des gens, quand même. L'énergie va impliquer une récession. Tu n'as plus les clauses d'échelle mobile comme en 73-74. À l'époque, tu avais l'indexation. Il n'y a plus d'indexation, absolument. L'indexation, tu n'étais pas du tout dans le même monde que les années 70. Alors que ça se maintienne à 5,5, même 6, parce que je crois qu'on va aller plutôt vers 6 en Europe sur l'inflation générale, inexorablement, quand tu auras la récession européenne ou le hard landing européen, forcément que ces tensions vont se réduire. Et d'ailleurs, dans le monde entier, elles vont se réduire. Et donc les banques centrales sont obligées de penser au coup d'avant, au coup d'après. Donc là aussi, c'est un demi-tour total quand même que va devoir faire la Banque Centrale Européenne. Total, elle va... Total, non, parce qu'elle ne va pas relancer un nouveau programme de rachat d'actifs. Si. Elle va continuer sur l'APP. Ouais. Elle va faire attention au spread, parce qu'il n'y a pas de raison que l'Italie ou d'autres pays, l'Autriche qui est très impactée par ce qui se passe en Ukraine à cause des expositions. L'Italie aussi, j'ai découvert ça, le gaz russe est très très important en Italie. Oui, Je savais pas ça. Pas négligeable. Donc en fait, elle n'a pas intérêt que les spreads, donc spreads souverains se creusent. Et donc et donc il va falloir qu'elle tienne un discours beaucoup plus accommodant que ce qu'elle tenait jusqu'à présent. Donc, pour la hausse des taux directeurs cette année, eh bien, c'est râpé. Et tu dis ça avec un grand sourire, parce que toi, de toute façon, tu considères que il n'y a pas besoin de relever les taux. Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr. Continuer cette politique très très largement. Non, enfin, j'aurais pu envisager que si tout se passait bien, on commence à normaliser la politique monétaire. Ça ne me choque pas du tout, c'est normal. Ouais. Surtout quand tu as une inflation à 5, tu as quand même le risque, même si c'est un choc d'offres pétrolières, matières premières, que ça se diffuse au reste de l'économie par les anticipations. Tu parlais des salaires, etc. Donc, c'est normal, ça fait partie du job de la Banque centrale quand même de lancer des signaux. Mais là, vu la situation en Ukraine, je crois que c'est râpé, quoi. C'est plié. Je voyais les États frugaux, là. En fait, dans les États, donc les fameux États frugaux, vous savez, ceux qui justement veulent revenir le plus vite possible au pacte de stabilité. D'ailleurs, donc là, la ministre je crois que c'est des Finances des Pays-Bas, qui donne une interview à plusieurs journaux européens ce matin, dit quand même encore, il y a de grands risques à ménager trop de flexibilité autour des investissements. Ils ont du mal à il y a de grands risques à ménager trop de flexibilité. Elle a du mal à c'est-à-dire le plan européen pour la défense, là, ça l'a... Non, mais surtout, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y a la Finlande, la Suède, les États baltes. Ils vont sans doute regarder la situation de manière... Les États baltes, à mon avis... de manière un petit peu différente. Je vais dire un truc. Les banques centrales, tout comme les ministres ou les présidents, ne savent pas combien de temps cette guerre va continuer. Tu sais ce que disait Machiavel à propos des guerres ? Les guerres, on les commence quand on veut, on les finit quand on peut. C'est ça, le problème. Et même Poutine n'en sait rien. Voilà. Donc en fait... Ah non, mais on en revient toujours au formidable discours de Villepin à l'ONU. Oui, absolument. Sur la deuxième guerre d'Irak. Voilà, absolument. Il avait raison. Tout à fait. Voilà. Et donc, dans cet univers incertain, il y a beaucoup plus de risques à resserrer qu'à maintenir le statu quo. Donc voilà, c'est évident. D'autant que c'est un choc avec des effets de réverbération inconnus, mais sur le moyen terme. Cette guerre ne va pas s'arrêter. Moi, je crois beaucoup à des opérations de guérilla, à l'irakienne. Comme on est tous d'accord pour dire que l'intervention américaine en 2003 en Irak était un échec. Pourquoi c'est un échec ? Parce qu'ils n'avaient pas du tout anticipé ce qui se passerait sur le terrain. Ah, ça c'est clair. Il y a 44 millions d'Ukrainiens. Et toute la partie, alors on va dire environ 35 millions d'Ukrainiens occidentaux, on va dire occidentaux, plutôt proches de l'Union européenne, parce que tu exclus le Donbass, une partie de l'Est ukrainien. Mais ces gens-là ne vont pas rester les bras croisés. Oui, enfin, je voudrais juste un mot, parce qu'en fait, je connais bien celle d'Irak, je ne connais pas celle d'Ukraine. Mais il y a une spécificité quand même dans ces guerres, notamment dans la guerre irakienne, c'est que tu as un appareil politique, en l'occurrence, c'était l'appareil du Baas, c'est que tu as un appareil politique structuré militairement au départ.
tu vois, qui te permet, qui a d'ailleurs été en partie récupéré par les djihadistes et qui te permet d'avoir une espèce de base de guérilla hyper solide, quoi. Voilà. Ouais, mais en mode Viet Minh des années 50 ou des années 70. Oui, mais et je suis pas sûr que tu aies ça en Ukraine aujourd'hui. 600 000 kilomètres carrés, plus grand que la France. Et les armes, alors là, je suis. Oui, mais c'est pas, tu vois, c'était pas un pays militarisé comme pouvait l'être l'Irak ou comme pouvait l'être la Yougoslavie. J'avais des doutes là-dessus. Je suis en train de me renseigner, de lire des articles des géopolitologues ou de gens spécialisés là-dessus. Il semblerait que ça soit pas totalement négligeable, surtout avec les livraisons d'armes là qu'on leur balance. Ouais, mais il faut savoir s'en servir. Il faut savoir s'en servir et il faut avoir dans la tête de s'en servir. Alors je veux bien tout ce qu'on voit là aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est comparable avec des gens qui ont grandi dans la guerre. Tu comprends ? Les partisans basses irakiens, ils ont grandi dans la guerre. Les Yougoslaves, ils ont grandi dans la guerre. Ah mais les Ukrainiens savent ce que c'est que la guerre. Hein. D'accord. Honnêtement, et je remonte pas à Staline. Hein. Je remonte pas à Staline, je remonte pas. Non, mais les gens qui ont 25 ans aujourd'hui, 30 balais aujourd'hui. Sur le Donbass, ça se cogne depuis au moins 2014 et même avant. C'est vrai. Et il y a des milices patriotiques, on va dire nationalistes, en Ukraine, ils font pas de cadeaux non plus. Hein. C'est pas des enfants de cœur. Hein. On a fait le tour de nos sujets, Jean-Pierre. Donc l'idée quand même, c'est effectivement... Oui, non, il y avait juste effectivement ce week-end, donc ouverture de la session parlementaire chinoise, et je voudrais juste peut-être un dernier mot là-dessus. C'est vrai, mais ce que tu disais très très vite, c'est vrai qu'on sent une très très grande prudence. Très grande prudence. Chinois sur cette histoire. Surtout pour eux-mêmes sont dans une fragilité économique importante. Exactement. D'ailleurs, ils relancent l'activité économique. C'est les seuls d'ailleurs pour l'instant. Et puis il disait ce week-end donc qu'ils n'en avaient pas fini avec le Covid. Ils sont très clairs là-dessus. Ils n'en ont pas fini avec le Covid, et puis surtout, les questions de souveraineté, si tu veux, ça les intéresse, hein, le Tibet, etc. Ouais. Donc, si tu veux, remettre en cause la charte de l'ONU sur le respect de la souveraineté des nations, ça les intéresse pas plus que ça. Surtout pour un pays qui est un nain économique pour eux. La Russie dépend beaucoup plus que la Chine ne dépend de la Russie. Tout à fait. Alors là, il y a une alliance de circonstances, une alliance plus ou moins formelle de circonstances à cause des contentieux avec les États-Unis, mais quand tu regardes les réactions chinoises sur SWIFT et sur les réserves des banques centrales et sur le pétrole et tout ça, tu sens pas un empressement chinois pour venir au secours des Russes. Hein. Merci Jean-Pierre. À bientôt. À bientôt. Jean-Pierre Petit avec nous sur Bismart. On repart les amis, on repart avec sujet, alors Elie Cohen est avec nous, bonjour. Elie Cohen. J'allais dire sujet au cœur de nos préoccupations, mais votre bouquin s'ouvre sur souveraineté industrielle, hein, voilà, on le voit, et votre bouquin s'ouvre sur un petit texte, enfin ça doit être un plus long texte, mais vous n'en mettez qu'un extrait, que vous-même vous avez écrit en 1991. Oui. Ça m'a déprimé de lire ça. Où vous dites, donc 1991, je ne sais pas si j'en ai mis un extrait, voilà, vous dites que tout est mûr sans doute pour le retour d'une politique industrielle. C'est ça, hein, vous écrivez ça en 91. Oui. Et vous nous racontez comment chaque Premier ministre depuis, ou chaque président depuis, a promis la relance de la politique industrielle. Absolument. Nous avons une passion française qui est la passion de la politique industrielle. Mais je dirais qu'avec les élections actuelles, on dépasse tout. Parce que de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par l'extrême centre, tout le monde est pour la politique industrielle. C'est ça. Il y a une espèce d'accord général. Alors, c'est un accord général qui se fait sur 3 termes qui sont utilisés parfois l'un pour l'autre, mais qui reviennent tout le temps. Le premier thème, c'est réindustrialisation. Le deuxième thème, c'est relocalisation. Et le troisième thème, qui a fait son irruption cette fois-ci, c'est la souveraineté industrielle. Ouais. Mais on voit bien qu'il y a derrière chacun de ces termes l'espèce de quête d'un monde disparu où l'État était à la commande, l'État était à la manœuvre, l'État contrôlait les choses. Alors, on va y aller là-dessus, effectivement, et vous êtes très très clair sur les termes et sur ce que ça veut dire, mais cette question du moment... Oui. Momentum, on dit en économie, elle est particulièrement importante. Vous avez la conviction que là, effectivement, peut-être c'est le moment. Pourquoi est-ce que c'est important, cette notion de moment, Elie Cohen ? Alors, vous avez raison, le moment, on a souvent cru qu'il était là. Ouais. On a cru que c'était le moment, vous vous souvenez, après September 11, lorsque les tours sont tombées, et que le Financial Times titrait « C'est la fin de la mondialisation » ou « Il faut repenser la mondialisation ».
Il y avait à l'époque un éditorialiste du Monde qui disait que on venait d'inventer l'impôt Ben Laden parce que comme il fallait multiplier les contrôles, les vérifications, les flux logistiques n'allaient plus avoir la même fluidité, la circulation des biens ne serait plus la même. C'est ce qu'on retrouve exactement dans cette période. Maintenant, voilà. Et de même, vous vous souvenez, quand il y avait eu le tsunami au Japon, on avait dit, ah oui, mais les événements climatiques extrêmes font qu'on ne peut plus compter sur le juste à temps, il va falloir qu'on... Mais alors attends, Élie, ça veut dire que vous êtes en train de me dire que ce moment-là, 2021-2022... a pas plus de force, de réalité tangible que les moments que vous venez de décrire. Non, je commence par dire qu'il y a eu déjà à plusieurs fois des moments où on a cru que l'inflexion décisive allait être prise. Alors pourquoi le moment actuel est différent ? Je pense qu'il est différent parce que d'abord il y a eu tout ça précédent et que donc on a constaté qu'il pouvait y avoir effectivement des événements climatiques, des événements géopolitiques, des événements industriels qui faisaient que la fluidité de la circulation des biens n'était plus garantie. Et donc, l'idée de la sécurité d'approvisionnement a fait une irruption dans le débat. Et elle a fait cette irruption dans le débat sur le sujet que j'appellerais le plus sensible, qui est la santé humaine. Ouais. Si vous voulez, quand la sécurité d'approvisionnement porte sur des biens aussi vitaux que le curare lorsqu'on endort quelqu'un pour une opération, ou le paracétamol. Le mot que vous cherchiez, c'était anesthésie. L'anesthésie, voilà. Le paracétamol dont on se sert, etc. Donc, si vous voulez, quand le sujet est la sécurité sanitaire, alors là, on peut se dire que les choses ont véritablement bougé. Et vous avez une phrase très belle, je dois le dire. L'émergence d'une inquiétude sur la souveraineté renvoie à la perception d'un monde où règne à nouveau la force. Ah oui. Parce que, si vous voulez, tous ces éléments que je viens de mentionner s'ajoute un autre élément qui est... Alors, ça existait déjà, mais là, on en a eu une traduction très nette. Je dirais l'usage stratégique de l'échange de biens. Ce que les Américains appellent d'une expression qu'on ne sait pas traduire en français, « the weaponization of trade ». La militarisation du commerce, d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Alors ça, on l'a vu, si vous voulez, lorsque nos amis chinois, un beau matin, nous ont dit vous êtes bien gentils, mais les terres rares, on se les garde pour nous d'abord. Alors, comment on fait sans terres rares pour une série de productions fondamentales en Occident, même les pots catalytiques, les rotors des éoliennes, etc. Il y a un vrai problème. Alors, ça existait avant déjà. Les États-Unis, par exemple, pendant la guerre froide, pensaient déjà à militarisation des termes de l'échange. Mais on croyait que depuis la grande révolution libérale des années 80, on était dans un monde du multilatéralisme, de l'échange, etc. Eh bien non. Et donc, si vous ajoutez ces différents éléments, la militarisation de l'échange, les risques climatiques, les risques sanitaires... Je rajoute un quatrième point que vous rajoutez vous-même, la question des territoires. Exactement. Tant chez nous, Gilets jaunes, que aux États-Unis, les Appalaches, Trump, etc. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Parce mais c'est vous. Hein, non, mais vous avez raison de mentionner, parce que quand on pense réindustrialisation, on pense industrie, bien entendu, on pense activité économique, on pense point de PIB, etc. Mais on ne pense pas le revers de tout ça, qui est l'ancrage dans un territoire. Les gens qui sont accrochés à une activité. Alors on leur dit, mais globalement l'activité repart, etc. Non, mais pour eux l'activité ne repart pas. Voilà. Lorsque l'activité disparaît chez eux, c'est un écosystème, comme on dit, qui disparaît. Mais je dirais c'est un mode de vie qui est attaqué. C'est un mode d'ancrage territorial et politique. Et je crois, ça, Élie, c'est la plus grande... parce que je citerai certaines phrases que vous contestez aujourd'hui et sur lesquelles moi je pouvais réfléchir, notamment sur le pouvoir du marché à régler un certain nombre de problèmes. Et cette question des territoires est sans doute la plus grande erreur que nous, dans une pensée libérale absolue, on va dire ça comme ça, nous ayons pu commettre. Je pense qu'effectivement, ça c'est... Le vrai choc, il est là, en fait, que sur la notion des territoires. Ça traduit, je dirais, la prégnance de la macroéconomie sur le raisonnement économique. Ouais. Au fond, on a tous dit, tant que l'économie globalement croît, tant que l'emploi globalement croît, quelle importance que telle activité soit localisée. Oui, il y a des perdants, mais il y a des gagnants de l'autre côté, donc tout ça, c'est pas très grave. Et puis surtout, erreur encore plus importante, vous savez, ça a été la querelle des chips. Aux États-Unis, on dit, au fond, peu importe qu'on vende ou qu'on achète des potato chips
ou des chips informatiques, du moment qu'il y a de l'activité, c'est de l'activité. Et donc on a eu tendance à considérer que l'activité industrielle, même de pointe, ça n'est pas important. Ouais. Or, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. La prospérité d'un pays, la capacité d'un pays à répondre aux défis, eh ben, elle dépend largement de la spécialisation industrielle. Et ce terme de spécialisation industrielle a comme été interdit. Parce que derrière, il y avait l'imaginaire d'un État qui allait savoir mieux que le marché. Mais non, c'est pas ça. C'est simplement que ce n'est pas la même chose d'avoir une spécialisation économique, comme on dit aux États-Unis dans les hamburger flippers, c'est-à-dire les gens qui fabriquent des hamburgers et qui les vendent, c'est-à-dire dans des services de faible qualité et de faible qualification, ou de faire des chips. Et aujourd'hui, on apprend avec Taïwan en particulier, ce que c'est que de monopoliser la compétence dans les chips les plus avancés. On arrive justement sur... Alors, ok, c'est le moment. Et donc, c'est la stratégie. Et donc là, vous y revenez aussi largement, et vous insistez, vous martelez, c'est même finalement le cœur de votre bouquin. C'est le rôle central de l'État. Votre thèse, si je peux dire, Élie, c'est qu'il ne peut pas y avoir de politique industrielle sans un rôle central de l'État. Enfin, ce que je veux dire surtout, c'est que la question importante est, pour nous économistes, est-ce que la question de la spécialisation est importante ou pas ? Est-ce qu'on peut abandonner la spécialisation économique d'un pays aux forces du marché ? Si on considère que la spécialisation c'est important, alors le rôle de l'État devient indispensable. Parce que ce sur quoi j'insiste fondamentalement, c'est que la politique industrielle est une politique de développement. Et qui dit politique de développement, ça veut dire on s'extrait des conditionnements pour se donner un autre avenir, une autre stratégie. Et si vous voulez faire basculer une économie, alors le rôle de l'État devient absolument indispensable. Ouais, mais c'est là où on arrive sur ce que moi j'ai souvent pensé profondément. C'est l'idée que, je vous lis, l'État ne dispose ni de l'information nécessaire, ni des incitations adéquates, il fait des incitations politiques, il ne fait pas des incitations de marché, pour faire les choix les mieux fondés que ceux du marché. Une critique qui a longtemps valu condamnation pour la politique des champions nationaux. Oui. Comment on sort ? Et ces critiques sont fondées. Ah, tout à fait. Comment on en sort ? Oui, mais l'État est le seul à avoir la ressource qui consiste à faire changer de direction à une économie. Parce qu'il est le seul à pouvoir mobiliser des moyens financiers, réglementaires et politiques que personne d'autre ne peut mobiliser. C'est pour ça que j'insiste sur une définition très restrictive de la politique industrielle en disant que la politique industrielle est une politique de développement. Et au fond, quels sont les grands moments de politique industrielle ? C'est le décollage économique. Et là, je donne les exemples de la Chine, de l'Allemagne, de la Corée. À la base du décollage économique, il y a quelques choix politiques nationaux majeurs, premièrement. Deuxième contexte, les guerres. Quand après la guerre, il faut reconstruire le pays, comment vous faites pour reconstruire le pays ? Et là, je donne l'exemple français, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, où on a défini un modèle puissant qui était basé au fond sur une idée et une seule, qui était l'indépendance industrielle. C'est ce que vous appelez le colbertisme high-tech ? Voilà ce que j'avais appelé dans un livre que j'avais écrit en 1980, le colbertisme high-tech. Eh bien, si vous voulez, au sortir de la guerre mondiale, on a dit, écoutez, pendant cette guerre, c'était une catastrophe. On ne savait pas maîtriser nos approvisionnements pétroliers. On dépendait des 7 sœurs, comme on disait. Et donc, on fait le nucléaire. Et donc, on va faire le nucléaire. On ne savait pas disposer des outils de communication. Pour communiquer dans les tranchées, on se servait d'un matériel allemand bricolé. On n'était pas capable de fabriquer nos outils de communication. Etc., etc. Je ne vais pas détailler. Mais si, c'est vachement intéressant, parce que télécommunications, alors maintenant il est brocardé et tout, mais on fait le Minitel. Voilà. Et le Minitel en 1980, il est en avance, mais sur l'ensemble du monde. Voilà, exactement. Tout à fait. Et donc effectivement, puisque vous insistez, c'est de ce constat qui a été fait après la guerre que sont sortis les grands programmes, effectivement, du nucléaire, de l'aéronautique civile et militaire, du spatial, du TGV, des télécommunications, etc. Et on a comme ça bâti ce qui est le vrai socle industriel du pays. Et alors, là, toute la question qui se pose, là, j'anticipe de quelques étapes. Non, parce que ma question, moi, c'est là où c'est le cœur du truc, Élie. On se dit, oui, mais c'était des hommes exceptionnels.
Oui. On se dit, c'est le général de Gaulle. On n'a pas de doute, le général de Gaulle, il sert l'intérêt général. Après, le couple Pompidou-Mesmer, on n'a pas de doute, Pompidou-Mesmer, ça sert l'intérêt général. Et on se dit, aujourd'hui, ensuite, ce qu'on a vu en termes de politique industrielle, pardon d'aller sur ce terrain-là, c'est Ségolène Royal qui veut défendre Liège. C'est-à-dire, à un moment, ils n'arrivent plus à servir l'intérêt général, mais servent leur intérêt particulier. Oui, mais justement, c'est une très bonne remarque que vous faites en insistant sur le rôle du général de Gaulle, par exemple, ou de Pompidou. En fait, on se trompe si on croit que la réussite de ces grands projets est due uniquement au général de Gaulle. Ouais. Non. Ce qui s'est passé après-guerre, c'est qu'on a créé des institutions qui ont été capables de porter ces projets bien au-delà de la volonté politique, puisque vous savez qu'après le général de Gaulle, on a eu la 4e République. Bien sûr. Et on a eu des tas de politiques qui étaient tout à fait inconsistants, etc. Et pourtant, ces projets ont perduré dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'on a su mettre en place un dispositif. Quel était ce dispositif ? Premier dispositif, d'abord, l'autonomie technologique. Comment on acquiert l'autonomie technologique ? On a commencé par créer des grands centres de recherche nationaux. Le CNES, le CNET, le CNEXO, etc. Oui, mais le problème, c'est si vous créez un nouveau laboratoire de recherche et que vous démarrez avec vos propres lubies, vos propres caprices, vous risquez de vous fourvoyer. Et effectivement, les premières générations de fusées, première génération de télécoms, c'était des solutions françaises, graphite gaz, etc., etc. Mais ces institutions, comme le CEA par exemple, ont été capables à un moment de dire « Eh ben non, ce qu'on veut, c'est l'autonomie technologique. Et pour cela, on va acheter la meilleure technologie américaine disponible et on va l'adapter et on va la pousser. » Et c'est comme ça qu'on a fait une filière française du PWR. Même chose dans le spatial, même chose dans l'aéronautique. On a été capable... Toutes les technologies nationales ont été abandonnées ? La plupart. Par l'ensemble des experts. Voilà, la fusée Diamant. Vous vous souvenez de la fusée Diamant ? D'ailleurs, vous notez Diamant, je ne savais pas ce que c'était. Ça a été la première fusée. On l'a abandonnée. C'est ça. Parce que la solution purement française n'était pas adaptée et on a fait à ce moment-là des coopérations européennes, on a essayé de et faire le nucléaire, c'est Westinghouse. Le nucléaire, c'est Westinghouse, etc. Voilà. Et les télécoms, on est allé chercher les télécoms à la fois suédoises, Ericsson, et américaines avec ITT. Et donc, le cœur, en fait, de la réussite d'une politique industrielle, c'est la gouvernance, Elie Cohen. Exactement, exactement. C'est-à-dire, il faut être capable d'inventer un système qui, d'une part, puisse s'autoporter, donc ne pas dépendre des fluctuations politiques de court terme, et qui en même temps est capable de faire les bons choix industriels, voire d'abandonner, de tuer certaines activités quand elles sont sans avenir. Et ça, on a été capable de le faire. Donc je disais, premier élément... Alors, on a été capable de le faire, oui. Mais on ne l'est plus. Ah, maintenant, on ne l'est plus du tout. Alors, et vous faites une analyse donc des... Alors, donc ça s'appelle PIA, Programme des investissements d'avenir, mais c'est le grand emprunt de Sarkozy, en fait, oui, oui. qui a maintenant 15 ans. Oui. Analyse où on part de cette description que vous avez faite d'une agence idéale qui va faire des choix en pensant le long terme, et où, en fait, la logique budgétaire, finalement, rattrape l'ensemble des acteurs. La logique budgétaire et, je dirais, la logique organisationnelle des différents ministères. Parce que, donc, dans le modèle du grand projet, je disais d'abord autonomie stratégique dans la recherche, mais il y avait le deuxième élément, c'était la politique de la commande publique sur la très longue durée. Ouais. Et c'était également une forme de protectionnisme offensif, c'est-à-dire on se claque mur tant qu'on n'est pas capable de développer notre propre système. Or, dans une économie ouverte, avec des gouvernements qui fluctuent, des ministères qui cherchent absolument à défendre leurs précarés, etc., vous ne pouvez plus porter sur la durée un projet de recherche, même qui a abouti. Et donc, l'histoire du PIA, c'est effectivement l'histoire du budget qui reprend des prérogatives et des ministères qui veulent retrouver des compétences perdues. Vous dites qu'ils ont récupéré à peu près, le budget a récupéré à peu près 20% des dotations du grand emprunt pour des programmes qui étaient lancés. Mais ça n'a rien à voir avec une économie ouverte, ça. Ça, c'est le manque de courage des ministres et des responsables politiques qui sont en charge. Que l'économie soit ouverte ou fermée, ça ne leur donne pas plus ou moins de courage. Non, si vous voulez que dans le cas, là je reprends l'exemple et du PWR et du commutateur temporel qui a été développé au CNET. Il y a eu à plusieurs reprises des échecs dans ces filières. Et pourtant, on a continué sur la durée. Pourquoi on a continué sur la durée ? Eh bien, par exemple, si vous regardez l'histoire des télécoms, on avait inventé un mécanisme fiscal préaffecté au CNET et à la DGT de l'époque, ce qui faisait que le budget n'avait pas prise sur
ce type de mécanisme. Et donc on a pu sur la durée essayer différentes solutions de commutateurs malgré les échecs. Et c'est parce qu'on a été capable de gérer ça sur la durée que finalement on est devenus les leaders mondiaux de la commutation temporelle. Encore une fois, ça c'est une question de courage politique. Ah non, vous pouvez pas faire le pari du courage politique. Vous devez faire le pari d'institutions, d'un système autoporté et qui arrive à vaincre les obstacles. Vous aimez beaucoup la DARPA. Ah oui. La DARPA américaine, c'est pour vous le modèle du truc. Écoutez, petite agence oui. Et qui dépend directement du président. Exactement. Voilà. Avec des chefs de projet qui ont tout pouvoir. L'exemple des vaccins, moi, m'a fasciné, si vous voulez. Comment Trump a choisi un homme, quelqu'un d'ailleurs d'origine marocaine, qui s'appelle Moncef Slaoui, qui a été formé en France et qu'il a nommé tsar des vaccins. Et il lui a dit trouve-moi la solution pour avoir des vaccins en 3 mois. Et, tout le monde dit mais c'est n'importe quoi. Comment on ne peut pas faire des vaccins en 3 mois? Que fait Moncef Slaoui? Il va chercher partout dans le monde les meilleures équipes de recherche et les meilleurs développeurs industriels capables de proposer une solution de vaccin dans un court laps de temps. Et il va rencontrer le patron de Moderna, il va rencontrer le patron de AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, etc. Absolument. Et il les réunit autour d'une table. Et Trump leur dit de quoi vous avez besoin. Alors il y a quelqu'un qui dit écoutez, bon d'abord on a besoin d'argent, vous pouvez pas vous imaginer, moi j'ai besoin d'au moins $1,5 milliard en 3 mois pour pouvoir développer ça. Il y a un autre qui dit oui l'argent mais pas seulement, parfois on a des difficultés à transporter les équipements d'un coin à l'autre du pays. Et un autre dit oui mais c'est encore plus difficile de disposer de certains composants biologiques, etc. Et donc il dit bah écoutez, on commence... par mettre 12 milliards de dollars. Oui, c'est ça. Et on signe tout ce que vous voulez. 12 milliards mais ça, c'est de l'économie de guerre, Élie. Absolument. Ça, voilà. Mais oui, mais ça, c'est pas le fonctionnement classique de la DARPA, quand même. Ah bah si, la DARPA, ça a été créé pour ça. La DARPA... C'est le fonctionnement classique de l'innovation industrielle aux États-Unis. La DARPA, ça a été pour dire, par les mécanismes classiques du marché, vous n'aurez jamais ni l'Internet, ni le Siri d'Apple, ni les grands outils de précision pour la découpe, etc. Il faut un programme exceptionnel. Donc il faut chanter toutes les étapes intermédiaires, il faut pouvoir déplacer des objets d'un bout à l'autre du pays en exigeant que ça se fasse, et seule l'armée peut faire ça. Donc il faut de l'argent, il faut de l'armée, il faut... Alors, notre dernier plan, alors il y en a tellement d'ailleurs que je suis perdu, c'est France 2030 celui-là. Oui. Bon alors, donc Bruno Bonnell, voilà, en charge, entrepreneur, vous insistez beaucoup là-dessus aussi, on n'aura pas le temps de tout voir évidemment, il faut lire le bouquin de toute façon, qui a connu l'échec. Oui. Vous dites c'est très très important que l'État, d'ailleurs vous l'avez raconté, que l'État, qu'on accepte que l'État puisse se planter. Absolument. Voilà, vous racontez le plan calcul, bah oui, ils se sont plantés sur le plan calcul, c'est la vie. Voilà. Oui, tout à fait. Est-ce que là on est sur quelque chose qui vous semble cohérent, une gouvernance? Non, on a été à 2 doigts de le faire et on ne l'a pas fait. C'est-à-dire que moi, j'ai plaidé, bien entendu, pour qu'on adopte le modèle DARPA et qu'on l'adopte même au niveau européen. Il y a une petite esquisse de DARPA au niveau européen avec ERA dans le domaine vaccinal. Mais on n'a pas franchi le pas et on n'a pas voulu se doter d'un instrument qui, il faut bien le voir, confère un pouvoir discrétionnaire formidable à ce patron qui est capable, au nom de l'État, mais sans l'intervention directe de l'État, de déplacer des montagnes. Et notre système politico-administratif n'a pas voulu franchir ce pas. Et donc, qu'est-ce qui vous permet de le dire, là, n'a pas permis de franchir ce pas? C'est-à-dire que s'il était là, Bruno Bonnell, il vous dirait, mais enfin, Élie, j'ai 50 milliards entre les mains, et crois-moi, je vais être le seul décisionnaire de là où ils vont aller. D'abord, je ne le crois pas, parce que le programme France 2030, je l'ai bien étudié de près, il y a 11 programmes, il est déjà largement préaffecté. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a 6 milliards qui doivent être affectés au changement des méthodes de production pour décarboner les filières de production dans l'acier, dans le ciment, etc. Je ne vous donne que cet exemple. D'accord. Et puis en fait... la messe est déjà dite. La messe est déjà dite, l'argent est largement préaffecté. Et puis surtout, si vous voulez, Bruno Bonnell n'a pas la force de frappe de Moncef Slaoui. Si vous voulez, à partir du moment où Moncef Slaoui a été béni par Trump, il a pu faire ce qu'il voulait.
est-ce que dans le fonctionnement politico-administratif français, vous croyez que quelqu'un comme Bruno Bonnell, même béni par Emmanuel Macron, ouais, peut faire ce qu'il veut? Non, il y a... Et puis d'ailleurs, on vous expliquera que notre organisation politico-administrative, avec les contrôles, avec la séparation de l'ordonnancement et de la dépense, avec le contrôle de la Cour des comptes, etc., si vous ne mettez pas en place un dispositif vraiment disruptif pour dire on passe dans l'autre dimension, vous n'allez pas y arriver, si vous voulez. Les programmes d'ARPA sont souvent des programmes blancs, c'est-à-dire trouvez-nous une solution pour, sur le champ de bataille, administrer des vaccins. Et il y a des tas de gens, il y a des tas d'initiatives qui se lèvent, et puis il y a un grand tsar du secteur qui connaît les équipes qui sont les plus en pointe, qui sont les meilleures aux États-Unis et ailleurs, et qui décide de mettre des paquets. Faut dire un mot de ce qui est, moi je pense, enfin je trouve, mais je le soumets à votre sagacité, la plus incroyable histoire industrielle de ces 10 dernières années, c'est Tesla et c'est Elon Musk. Oui. D'accord, c'est quand même un truc de dingue. Voilà. Absolument. On en a vécu la naissance. Enfin, je ne sais pas comment vous avez regardé ça, mais avec des doutes énormes, mais c'est pas possible. Bref. En quoi est-ce que là, donc, on sait que la NASA a en large partie financé SpaceX et qu'à un moment, SpaceX a permis de financer Tesla. Globalement, ça a été ça le circuit. C'est-à-dire qu'il faut laisser, à un moment, faut faire une sorte de pari sur un gars, sur une structure, et en disant oui, c'est lui qui va y arriver? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que justement, l'exemple que vous donnez montre que les États-Unis arrivent à combiner le meilleur des deux mondes. Le premier monde, c'est le monde de la technologie lourde. Si vous voulez, pour faire des percées aussi décisives que celles qui permettent le véhicule autonome, celles qui permettent les fusées réutilisables, etc., il faut d'abord au départ beaucoup de recherche, et beaucoup de recherche universitaire, beaucoup de recherche académique, et beaucoup de recherche qui peut féconder l'industrie. Ça, c'est la première étape. Et aux États-Unis, vous avez une deuxième étape. C'est que vous avez des venture capitalistes qui disent on est prêt à miser 200 millions de dollars pour explorer une voie que personne n'a explorée, mais qui est portée par un scientifique qui veut se lancer dans l'aventure industrielle. Et puis après, vous avez une troisième étape, vous avez des vrais industriels, des vrais entrepreneurs qui se disent moi, je peux porter sur le marché ce qui n'a été qu'une élucubration de chercheurs, même financée par des ventures capitalistes. L'idéal, c'est de savoir combiner les trois, si vous voulez. Et c'est ce que montre l'exemple américain. Je suis très frappé de constater, je ne m'en doutais même pas, comment derrière les grands succès du marché actuel, si vous voulez, l'iPhone par exemple, il y a 36 recherches qui ont été financées par la recherche publique, par les universités, par des fonds publics ou par le DARPA à un moment ou à un autre. Mais, il n'empêche... l'iPhone, c'est pas sorti d'un laboratoire public. Et il n'empêche, ils ont quand même, eux, vécu aussi une période de désindustrialisation terrible. Et ils n'en sortent pas. Et enfin bon, on a tous raconté la détresse des Appalaches, de l'Est des États-Unis. C'est-à-dire que même ce modèle-là, mais d'ailleurs, vous l'écrivez assez clairement, il n'y a pas forcément de bon modèle. Il faut être... c'est vraiment... C'est aussi l'une des leçons de votre bouquin. Absolument. Il faut être en éveil en permanence. Oui, disons un mot de l'Allemagne, par exemple, vous décrivez un système d'endogamie entre les territoires, les banques et les industriels, qui à un moment, comme toute endogamie, quoi, on sort avec des trucs qui sont bancaux, c'est ça, qui ne marche plus, quoi. Bancal, pardon. Oui. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que dans le cas allemand, vous avez la crise qui touche le cœur du modèle, le cœur de la spécialisation, qui est l'industrie automobile. Et alors, en même temps, ça c'est une de mes découvertes, ils ont été capables de mettre au point le vaccin mRNA qui a eu le plus de succès avec BioNTech. Et le succès BioNTech, c'est quand même la combinaison de trois choses, de la recherche publique, des entrepreneurs immigrés et le financement par une grande fondation familiale. Oui, mais c'est Pfizer qui fait aussi... qui fait l'industrialisation, etc. Parce que, alors c'est une phrase, vous citez Thomas Philippon, c'est une phrase que Thomas Philippon m'a dit dans ce studio qui me passionne depuis qu'il l'a prononcée. Pourquoi est-ce que Tesla n'est pas allemand ? Et en fait, vous nous expliquez pourquoi est-ce que Tesla n'est pas allemand. Ce système allemand d'endogamie fait que l'automobile ne peut pas se disrupter. Absolument. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, c'est alors intéressant. Alors qu'il y a tout pour que Tesla soit allemand, normalement. Mais oui, mais c'est intéressant. Mais ça prouve quand même que
alors que l'Allemagne a une chimie puissante, une pharmacie puissante, on aurait pu penser que ça allait tout étouffer. Eh bien, dans les interstices du système, la combinaison entre des travaux de recherche universitaires, une équipe d'immigrés entreprenants et la famille Quant qui a mis de l'argent, si vous voulez, ma question à moi, c'est pourquoi on n'a pas l'équivalent de la famille Quant en France ? Pourquoi on n'a pas été... La suite de Philippon, en France, c'est sur la grande distribution. Pourquoi est-ce qu'Amazon n'est pas français ? On a Auchan, on a toutes les grandes familles de la grande distribution qui auraient pu, et qui à un moment sont au Brésil, ils sont en Chine, ils sont partout, qui auraient pu faire Amazon. Absolument. Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Mais ça nous éloigne de l'industrie. Il nous reste 2 minutes. On n'est pas forcément très optimiste quand on finit de lire votre bouquin sur la réindustrialisation et la souveraineté industrielle en France. Si, on doit être optimiste parce que pour la première fois, le mot de politique industrielle et le mot de souveraineté industrielle n'est plus obscène à Bruxelles. Oui, mais il ne parle que de relocalisation. Alors, on n'a pas eu le temps d'aller sur là, mais vous dites que c'est un contresens, la relocalisation. Mais bien entendu. Mais si vous voulez, ce qui est très frappant, c'est quand même, avec les fameux PIEC, ces fameux programmes prioritaires que je développe ici, eh ben, ils veulent faire, c'est le projet, il faut suivre, ils veulent faire les deux choses. À la fois relocaliser en Europe certaines productions de composants, mais en même temps être à la frontière technologique, être sur les 2 nanos. Et pour cela, il y a la tentative de créer autour, moi j'ignorais qu'il y avait ce laboratoire belge qui était l'IMEC, qui était aussi avancé. Et là, est-ce qu'avec de la technologie européenne et des procédés de production qu'on irait acquérir à Taïwan et ailleurs, il n'y aurait pas l'esquisse de quelque chose? Mais non, parce que moi je vous ai lu et le sujet c'est la gouvernance. Oui. Le sujet c'est la gouvernance. Alors, regardez, c'est quand même complètement dingue. Aujourd'hui, là maintenant, Dassault et Airbus n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le futur avion de combat. Enfin, vous avez raison, c'est pour ça. Il n'y a pas de gouvernance européenne. C'est pour ça que même au niveau européen, on essaye d'acclimater un nouveau type de gouvernance. Et je vous avais dit que dans le domaine vaccinologique, il y a cette agence qui s'appelle HERA, qu'on est en train de créer sur le modèle du BARDA américain. Mais voilà, on essaye. On essaye. Affaire à suivre. Il faut avoir l'optimisme chevillé au corps pour y croire. En tout cas, allez lire ça. C'est toute l'histoire de l'industrie européenne, et même en partie mondiale. D'ailleurs, vous parlez évidemment de la Corée, depuis 1945. Et énormément de sujets de réflexion, notamment pour, je pense qu'on est un certain nombre, Bismarck a été en partie faite pour ça, qui étions quand même peut-être un peu trop libéraux. Voilà, je vais le dire comme ça pour finir. On se retrouve demain sur Bismarck, évidemment.